Bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument universel, Ah que oui. un mystère que l'être humain côtoie toutes les nuits, ou du moins qu'il essaye désespérément de côtoyer. Je parle bien sûr du sommeil. Le fameux sommeil. Voilà. Mais attention, on ne va pas se contenter de lister des astuces banales aujourd'hui. Non, c'est pas le but. On ne va pas parler de tisane à la camomille, de bain chaud ou de la technique pour compter les moutons. La mission de cette session, c'est de décoder le véritable manuel biologique du corps humain. Et pour ça, on s'appuie sur une source très riche. Tout à fait. Le document Sommeil retrouvé, comprendre enfin pourquoi vous ne dormez pas. C'est ça. Et l'objectif de notre analyse, c'est de changer radicalement la perception qu'on a de l'insomnie. Il faut arrêter de la voir comme une maladie incurable ou un ennemi qu'il faut abattre à coups de somnifères. Ouais, c'est une grosse erreur de perspective. Ce qui ressort vraiment de ce document, c'est que l'insomnie est en fait un signal d'alarme. C'est le message un peu désespéré d'un organisme dont le terrain interne est complètement déséquilibré. Je suis ravie de plonger là-dedans avec toi aujourd'hui. Ben pareil, je suis prêt. Et pour bien comprendre ce fameux message biologique, je pense qu'il faut commencer par détruire un mythe monumental, un truc qui a vraiment la vie dure. Lequel? L'idée reçue la plus répandue, celle qu'on a tous en tête, c'est que le sommeil, ce serait simplement du repos. Ouais, une sorte de pause, c'est ça. Un bouton off où le corps s'éteint, on recharge les batteries, on attend le lendemain matin. Eh bien, c'est totalement, fondamentalement faux. Le sommeil n'est pas du repos, n'est-ce pas? Absolument pas. C'est un état biologique auto-actif. En fait, pendant que le corps physique est immobile dans le lit, il est paralysé pour des raisons de sécurité évidentes, le cerveau, lui, il déclenche un programme de maintenance, un programme de nettoyage d'une intensité inouïe. Un nettoyage de printemps toutes les nuits. Exactement. Il active ce qu'on appelle le système glymphatique. Pour donner une image à ceux qui nous écoutent, c'est un mécanisme fascinant où les cellules gliales du cerveau rétrécissent littéralement. Elles rétrécissent? Ouais, elles se contractent, ce qui permet au liquide céphalorachidien de venir laver le cerveau à grande eau. Ah oui, comme un système d'irrigation? C'est tout à fait ça. Ce fluide emporte avec lui tous les déchets métaboliques, les plaques amyloïdes et toutes les toxines qui se sont accumulées pendant la journée par la simple activité de penser. C'est fou de se dire que juste penser crée des déchets. Et si ce nettoyage ne se fait pas correctement, par exemple parce que le sommeil est fragmenté, le cerveau se réveille lent, brouillé, il est intoxiqué par ses propres déchets. Donc le sommeil, c'est une phase de restauration intensive, une véritable usine chimique nocturne, pas juste une mise en veille. Ok, décortiquons ça. Parce que si le sommeil est en fait un programme d'action aussi complexe pour le corps, comment on fait pour l'enclencher? C'est la grande question. Il ne suffit pas de fermer les yeux. Toute la prémisse du livre repose sur le fait que la mécanique précise de l'endormissement dépend d'une vraie bascule du système nerveux. Exactement. Et pour comprendre, il faut remonter à notre évolution. Le cerveau humain, il est programmé pour une seule chose avant tout, la survie. La survie avant le confort. Toujours. L'endormissement est biologiquement impossible ou du moins très très superficiel si le cerveau perçoit le moindre danger dans son environnement. Le système nerveux autonome possède deux branches principales qui fonctionnent comme une balançoire, une bascule. D'un côté l'action, de l'autre le repos. Voilà. D'un côté, le système sympathique. C'est le mode survie, action, fuite ou combat. Et de l'autre, le système parasympathique, qui est le mode repos, digestion et réparation. Donc pour s'endormir, il faut que la balance penche du bon côté. Pour qu'un être humain atteigne les phases de sommeil profond, il faut impérativement que le parasympathique prenne le dessus. Mais c'est là que le bas blesse dans notre société moderne. Si le stress chronique, la charge mentale ou l'anxiété maintiennent le cortisol, l'hormone de l'alerte, à un niveau élevé le soir, le cerveau refuse tout simplement de s'éteindre. Il croit qu'il y a un danger de mort. Pour lui, biologiquement parlant, il y a un lion dans la savane juste à côté de la grotte. Donc il reste bloqué en mode survie. Le corps a beau être épuisé physiquement après une longue journée, le mental monte la garde. C'est incroyable de se dire que notre cerveau nous garde éveillés pour nous protéger d'un danger imminent, alors qu'aujourd'hui, ce danger, c'est souvent juste un email non lu ou une réunion prévue le lendemain. C'est exactement ça. Le cerveau ne fait pas la différence entre un lion et un tableau Excel en retard. Et il y a un concept intéressant ici, pour que cette fameuse bascule vers le mode repos s'opère, le document explique que 3 signaux d'alignement biologique doivent impérativement être au vert. Les trois feux verts du sommeil, oui. Premièrement, la mélatonine. On l'appelle souvent l'hormone de la nuit, mais c'est plutôt le chef d'orchestre chimique qui dit à tous nos organes qu'il est temps de ralentir. Et ça dépend directement de la baisse de la lumière. Absolument essentiel.
Deuxièmement, il y a la chute de la température corporelle. Le corps doit perdre environ 1 degré pour pouvoir s'endormir, c'est purement mécanique. D'où le fait qu'il est impossible de dormir dans une chambre surchauffée. Exact. Et troisièmement, la fameuse pression du sommeil. C'est l'accumulation d'une substance appelée adénosine. Dès le matin, c'est comme un sablier qu'on retourne. L'adénosine s'accumule dans le cerveau et crée une pression de plus en plus forte pour dormir. Et le petit fait surprenant pour les amateurs de café, Oui, c'est très exactement ce récepteur que la molécule de caféine vient bloquer pour nous garder éveillés. c'est une excellente analogie cette idée de sablier. Ces trois éléments, mélatonine, température, adénosine, c'est vraiment les conditions sine qua non de l'endormissement. Et c'est justement là que notre mode de vie vient saboter une mécanique qui a été perfectionnée pendant des millions d'années. Surtout avec la lumière, non? Prenons l'exemple de la lumière, oui. C'est le chronomètre principal de notre noyau suprachiasmatique. La zone du cerveau qui gère l'horloge interne. Exactement, notre rythme circadien. Le soir, l'obscurité est censée déclencher cette libération massive de mélatonine. Mais aujourd'hui, avec la lumière bleue, très intense, émise par les écrans de téléphone, de tablettes, on envoie un faux signal de plein jour au cerveau. Comme si le soleil était au zénith à 22 heures. C'est ça. Le signal arrive directement à la rétine. Le cerveau, logiquement, bloque la production de mélatonine. Le problème, c'est que notre nuit est structurée en cycle d'environ 90 minutes. Donc on ne rate pas juste 5 minutes de sommeil. Non, ce faux signal lumineux peut décaler toute l'horloge interne de 90 minutes en 90 minutes. On rate littéralement le train du sommeil. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on a tous entendu parler de l'impact des écrans ou du stress. C'est presque du bon sens maintenant. C'est vrai. Mais l'analyse met en lumière des saboteurs biologiques totalement inattendus. Parlons de ce fameux mystère, ce fléau absolu pour beaucoup de gens. Les réveils nocturnes entre 2 heures et 4 heures du matin. Ah, le fameux réveil de 3 heures du matin. Quand ça arrive, on a souvent tendance à penser qu'on fait une crise d'angoisse. On se réveille en sueur, le cœur qui bat la chamade. Mais en fait, le véritable coupable pointé du doigt dans le livre, ce serait la glycémie. Oui, le taux de sucre dans le sang joue un rôle central, fondamental, et pourtant presque systématiquement ignoré dans la qualité du sommeil. Comment le sucre peut nous réveiller en pleine nuit? Rappelons-nous ce qu'on disait au début. La nuit, le cerveau est une usine en pleine ébullition. Il consomme énormément d'énergie, environ 20% de l'énergie totale du corps, juste pour faire son nettoyage et consolider la mémoire. Il lui faut du carburant. Exactement. Et pour lui fournir cette énergie en continu pendant qu'on dort, le foie libère progressivement du glucose dans le sang à partir de ses réserves, le glycogène. Ok, je vois. Mais que se passe-t-il si ces réserves sont mauvaises? Ou pire, si le repas du soir était composé de glucides raffinés ou de sucre rapide? On a un pic d'insuline. Un pic immense, suivi d'une chute brutale. La glycémie s'effondre littéralement en pleine nuit. Mais attends, une question se pose là. Si on manque de sucre en pleine nuit, pourquoi est-ce qu'on se réveille en panique avec le cœur qui palpite? C'est une réaction très logique. Logiquement, on devrait juste se réveiller avec une petite faim, non? Pourquoi le corps réagit de manière aussi disproportionnée? C'est une question cruciale. Pour notre cerveau primitif, une chute de glycémie n'est pas juste un petit creux, c'est une menace de mort imminente. Un cerveau qui n'a plus de carburant, c'est un cerveau qui va s'éteindre. Ah oui, c'est la panne sèche. Face à cette urgence, il court-circuite le système parasympathique et déclenche massivement deux hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. L'objectif biologique est clair, réveiller l'individu en sursaut et lui donner l'énergie immédiate pour aller chasser et trouver de la nourriture. Donc ce qu'on prend pour une angoisse existentielle à 3 heures du matin, c'est juste notre cerveau reptilien qui hurle qu'il faut aller chasser le mammouth. C'est exactement ça. Ce réveil brutal, avec cette sensation d'angoisse oppressante, ce n'est pas un trouble psychologique. C'est une simple, mais très violente, alerte d'hypoglycémie nocturne. Je suis fascinée. Et ce n'est pas le seul lien surprenant qui est fait dans cette source. Il y a aussi toute une section dédiée à l'axe intestin-cerveau. Il semblerait que l'état de notre système digestif détermine directement la qualité de nos nuits. Ce qui est fascinant ici, c'est de regarder la chimie même de notre corps et la chaîne de production de nos neurotransmetteurs. On a parlé de la mélatonine, cette hormone vitale. Oui, le chef d'orchestre. Mais pour la fabriquer, le corps ne part pas de rien. Il a besoin d'une matière première, un précurseur, la sérotonine, l'hormone du bien-être. Or, la science nous montre que près de 90% de cette sérotonine n'est pas produite dans le cerveau. Elle est produite dans l'intestin. Exactement, par notre système nerveux
entérique. Et ce microbiote intestinal est d'une incroyable fragilité. Si la muqueuse est irritée, enflammée par une mauvaise alimentation ou le stress, cette usine à sérotonine tombe en panne. Donc un intestin enflammé sabote la création du sommeil à la source. Et ce n'est pas tout. L'intestin communique avec le cerveau via une autoroute de l'information appelée le nerf vague. Un intestin irrité envoie des signaux de détresse constants via ce nerf, ce qui bloque à nouveau la bascule vers le repos. Ce qui nous amène à un concept super important du livre, la notion de terrain. L'idée maîtresse, c'est qu'on ne peut pas juste traiter le symptôme du mauvais sommeil avec un cachet. C'est voué à l'échec sur le long terme. Il faut remonter aux causes profondes, aux fondations. L'analyse détaille 5 terrains biologiques qui soutiennent le sommeil. Le terrain nerveux, inflammatoire, métabolique, digestif et hormonal. Et il y en a un qui ressort particulièrement, c'est l'inflammation silencieuse. L'inflammation de bas grade. Absolument. L'insomnie s'installe rarement par hasard. L'inflammation de bas grade est sans doute l'ennemi le plus insidieux. Contrairement à une cheville foulée qui gonfle et fait mal, là c'est invisible. C'est à l'intérieur. C'est une activation chronique, sourde du système immunitaire, causée par le mode de vie, stress, alimentation ultra transformée, sédentarité. Pour reprendre une image, ce sont des alarmes incendies biologiques, les cytokines, qui sonnent en permanence en arrière-plan. Et le cerveau entend ces alarmes. Tant que ces cytokines circulent, elles signalent au cerveau qu'il y a un combat en cours. Il est donc hors de question de s'abandonner au sommeil profond. Ce qui explique pourquoi on se révèle épuisé. Cette alarme fragmente les cycles, détruit la récupération. C'est pour ça que même après 9 heures au lit, l'énergie a été littéralement vampirisée par cette inflammation invisible. C'est très clair. Et pour éteindre ces alarmes et réparer ces terrains, la mécanique corporelle a besoin de matériaux de construction spécifiques. Souvent, la véritable cause d'un mauvais sommeil, ce sont des carences cellulaires totalement silencieuses. Les briques manquantes de la maison. Exactement. Le livre liste les ouvriers indispensables. D'abord, le magnésium, le minéral roi de la détente musculaire et nerveuse. Ensuite, la vitamine B6 associée au tryptophane. Ce sont littéralement les clés de contact pour fabriquer l'hormone de la nuit. Sans eux, la chaîne s'arrête. Pas de tryptophane, pas de sérotonine, pas de mélatonine. Et enfin, les oméga 3, qui sont cruciaux pour la fluidité des membranes neuronales. C'est l'image parfaite. Le cerveau ne peut pas enclencher le sommeil s'il lui manque les matériaux de base. Une simple carence en magnésium va laisser les fibres musculaires sous tension et les nerfs à vif. L'abandon physique au sommeil devient presque impossible. Fort de toutes ces explications biologiques, le document ne nous laisse pas sans ressources. Il propose un protocole complet structuré sur 90 jours. La philosophie, très rafraîchissante, c'est de restaurer au lieu de forcer. On ne répare pas des années de mauvais sommeil avec une pilule magique prise 20 minutes avant de se coucher. C'est clair. Comment ça s'organise alors? Le temps est le grand allié de la biologie. Ce protocole en 90 jours a 3 phases. La phase 1, les 21 premiers jours, se concentre sur l'apaisement du système nerveux central. On envoie un signal fort de sécurité. Avec la respiration, je crois, hein. Oui, des exercices très précis. Par exemple, 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Cette expiration prolongée stimule mécaniquement le nerf vague et force l'activation du mode repos. On introduit aussi l'exposition à la lumière naturelle le matin pour résynchroniser l'horloge interne. Et la deuxième phase? Des jours 22 à 60, on corrige le terrain biologique. On stabilise la glycémie pour éviter les crashs nocturnes et on réduit l'inflammation par la nutrition. Enfin, la phase 3, des jours 61 à 90, ancre ce nouveau sommeil profond durablement. Pour que ça redevienne un réflexe. Et pour soutenir ça, l'analyse détaille une approche nutritionnelle basée sur des protocoles spécifiques, notamment les produits Forever. Plutôt que de voir ça comme une liste de courses, ce qui est captivant, c'est de comprendre la mécanique. Par exemple, l'aloe vera. Pourquoi cette plante en particulier? L'approche de l'aloe vera vise le terrain digestif. Son mucilage contient des composants bioactifs qui agissent comme un pansement sur la muqueuse intestinale. L'objectif est de réparer ce qu'on appelle le leaky gut, la barrière intestinale poreuse. Pour empêcher les toxines de passer dans le sang? Voilà, ce qui éteint progressivement l'inflammation. Un intestin apaisé reprend sa production optimale de sérotonine. Ensuite, pour réparer le terrain nerveux, l'analyse pointe vers les oméga 3, l'article C et la vitamine B12. L'objectif est double. Les oméga 3 s'intègrent dans la membrane de chaque neurone, assurant une communication sans friction et réduisant la neuroinflammation.
La B12, elle, est le carburant des mitochondries, nos centrales énergétiques. L'énergie des cellules. Le paradoxe est fascinant, hein. Une cellule qui gère son énergie efficacement le jour permet au système nerveux de s'éteindre beaucoup plus facilement la nuit. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est l'association du calcium et du magnésium. On parle toujours du magnésium seul pour se détendre, mais le calcium, on l'associait plutôt aux os ou à la contraction musculaire, non? On a tendance à les opposer, mais au niveau du système nerveux, ils sont synergiques. Le magnésium est la pédale de frein, Il relâche les muscles. oui oui, mais le calcium joue un rôle de messager essentiel dans la libération des neurotransmetteurs. Des études montrent que le calcium est indispensable à l'utilisation du tryptophane par le cerveau pour fabriquer la mélatonine. C'est le duo parfait pour forcer la bascule physiologique. Il y a aussi une approche pour éviter le fameux crash glycémique de 3 heures du matin dont on a parlé. Et elle est très contre-intuitive, hein. L'auteur suggère d'utiliser du miel et du pollen avant de dormir. Du sucre avant de se coucher, ça semble absurde. D'un point de vue biochimique, c'est redoutablement logique. Le miel brut n'est pas un sucre raffiné. C'est un mélange spécifique. Un ratio de fructose et de glucose. Le glucose élève légèrement l'insuline pour faire entrer le tryptophane dans le cerveau. Le fructose est métabolisé lentement, il va renflouer les réserves du foie. Donc le foie a son carburant pour la nuit. Exactement. Il libère du carburant au goutte à goutte. Le cerveau est nourri en continu, pas d'effondrement glycémique, pas d'adrénaline, pas de réveil en sursaut. Et le pollen complète avec une densité incroyable de vitamine B. Enfin, le dernier maillon, c'est l'apport en arginine, avec l'argi+. Quel est l'intérêt de cet acide aminé une fois la lumière éteinte? L'arginine est le précurseur de l'oxyde nitrique, qui sert à la vasodilatation, l'élargissement des vaisseaux sanguins. Pendant le sommeil, surtout pendant le nettoyage glymphatique du début, une circulation sanguine fluide est vitale. Ça garantit une oxygénation du cerveau et une évacuation des déchets optimale. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? On a voyagé à travers le cerveau, la glycémie, l'intestin, le nerf vague. Au final, comment doit-on percevoir cette difficulté à fermer les yeux le soir? Si on relie ça à une vision plus globale, le message essentiel de ce document est d'une grande empathie envers la machine humaine. L'insomnie est simplement le langage utilisé par le corps pour signaler qu'il ne se sent pas en sécurité. Une insécurité interne. Que ce soit chimique, à cause d'un manque de magnésium, émotionnel, à cause du travail, ou métabolique, à cause d'une chute de glycémie, le résultat est le même. Le cerveau monte la garde pour nous maintenir en vie. Comprendre ça, c'est un changement de paradigme. On ne doit plus mesurer le succès d'une nuit avec un chronomètre. Surtout pas. Le véritable indicateur, c'est la clarté mentale et l'énergie ressentie au réveil. C'est la seule preuve que le système a osé baisser la garde. C'est un renversement total de perspective. C'est tellement plus déculpabilisant. L'analyse le souligne parfaitement. Le cerveau ne refuse jamais de dormir sans un motif qu'il juge biologiquement valable. Et ça soulève une question de fond pour chacun d'entre nous. Laquelle? Si l'insomnie n'est finalement que le reflet d'un organisme maintenu en état d'alerte permanent, dans quelle mesure notre mode de vie moderne, ultra connecté, sédentaire, inondé de lumière artificielle et d'informations, n'est-il pas devenu totalement et biologiquement incompatible avec notre besoin le plus fondamental de survie, le lâcher-prise? C'est une véritable invitation à repenser notre façon de vivre nos journées pour pouvoir enfin récupérer l'obscurité de nos nuits. Une très belle conclusion. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette exploration en profondeur. À très bientôt pour décoder d'autres mystères